Bonjour, bienvenue dans le module Mars, méthodologie pour la conception et le déploiement d'architecture, réseau et de services. Dans cette partie, nous allons nous attacher à la méthodologie de conception et de déploiement d'infrastructures distribuées, d'administration système et réseau pour monter une infrastructure répondant aux besoins d'une architecture technique. Cette partie du module, dédiée à l'organisation d'infrastructures répondant aux besoins d'une architecture technique, est composée de 4 grandes parties. La première consiste à préciser le contexte, la démarche adoptée et également il vous propose une méthodologie de conception d'infrastructures répondant aux besoins définis dans une architecture technique. Le cœur de la conception de l'architecture distribuée fait l'objet de la deuxième partie. Dans cette partie, nous nous rappellerons tout d'abord l'organisation hiérarchisée des réseaux avant de détailler comment organiser un plan d'adressage et prendre en compte les contraintes du routage. Nous aborderons également des points essentiels autour de la sécurisation des communications, que ce soit au niveau local grâce à des VLAN ou entre des sites distribués reliés par Internet, notamment grâce à des VPN. Enfin, en considérant cette infrastructure comme un objet logiciel complexe, nous verrons comment l'usage de chaînes de liaison va permettre de comprendre comment intégrer les différents modules logiciels qui composent cette infrastructure. La troisième partie de ce module est dédiée à la gestion de configuration, c'est-à-dire la configuration automatique des machines via le DHCP et la gestion du nommage, ce qui permet d'intégrer la politique de l'entreprise permettant de déterminer sa visibilité. Dans une quatrième partie, nous aborderons l'optimisation du routage dans des réseaux étendus et des réseaux de grande taille. Après avoir rappelé comment s'organisent les différents réseaux, leurs différents types et leur aspect hiérarchique, nous allons maintenant aborder la stratégie de construction des plans d'adressage en prenant en compte la dimension de routage entre les différents réseaux qui doivent communiquer pour permettre de respecter l'architecture technique. Pour définir un plan d'adressage, on pense naturellement au protocole IP. On va avoir deux protocoles IP différents, IPv4 ou IPv6, et ces deux protocoles vont différer non seulement par la taille de l'adresse, mais également par l'intégration ou non de l'adresse MAC. Il faut aussi noter qu'IPv6 propose du routage natif et que pour IPv4, l'organisation du plan d'adressage devra donc aussi prendre en compte des contraintes de routage pour en faciliter l'exploitation. On peut aussi avoir des architectures mixtes avec une adresse IPv4 localement et des adresses IPv6 sur la partie réseau étendu ou sur d'autres parties du réseau. Les deux architectures IP sont totalement compatibles puisqu'il est possible de rajouter dans la partie poids faible d'une adresse IPv6 une adresse IPv4. Le routeur qui va donc assurer le rôle de passerelle entre le réseau IPv4 et le monde IPv6 pourra donc rajouter une entête IPv6 fixe correspondant à l'ensemble du sous-réseau qui est géré en IPv4, puis mettre en partie basse la partie adresse IPv4. L'intérêt de conserver IPv4, ça pourrait sembler un peu anachronique, un peu inutile. Toutefois, il faut se rappeler qu'on a à la fois des adresses publiques qui sont routées sur Internet et des adresses privées qui ne peuvent être routées que sur un réseau privé. Ces adresses privées, qui sont en 10 points quelque chose, donc pour la classe A, où on va avoir la liberté de choix sur 3 octets, la classe B en 192.168, donc on a le choix sur 2 octets, ou 172.16 jusqu'à 172.31, où on va avoir au minimum le choix sur 2 octets, donc des catégories B ou un petit peu plus étendues pour les réseaux en 172.16 jusqu'à 172.31, devrait permettre de construire des architectures privées avec des plans d'adressage conséquents. Alors, utiliser des adresses privées, c'est flexible, ça va répondre à la quasi-totalité des besoins et le gros intérêt d'utiliser des adresses privées, c'est que ces adresses ne sont pas routables sur le réseau public. Donc, quand un collaborateur
veut aller sur Internet, on doit obligatoirement utiliser des services additionnels pour accéder au réseau public. C'est donc un moyen d'imposer le déploiement d'éléments de sécurité qui ne doit pas pouvoir être contourné par des collaborateurs. Ceci explique donc que l'adressage IPv4 reste donc très fortement développé au niveau des réseaux locaux. Revenons maintenant sur le rôle de l'adressage et du routage. Il s'agit en fait de deux choses différentes. Il faut d'abord identifier une machine et ensuite identifier comment atteindre cette machine. Alors pour identifier la machine, on va avoir deux fonctions à assurer. L'identifier physiquement, c'est l'adresse MAC, l'adresse de la carte. Pour les réseaux longue distance, cette adresse MAC va être non pas forcément sur la machine, mais pour l'opérateur, ça va être identifié au point de connexion de cette machine. Logiquement, on aura l'adresse IP. Donc, dans IPv4, bien sûr, vous vous rappelez qu'on ne peut pas avoir l'adresse MAC à partir de l'adresse IP, donc forcément, on utilisera le protocole ARP quand on va être dans le même réseau pour identifier comment atteindre physiquement la machine. L'adressage logique est géré par la couche réseau, l'adressage physique au niveau du MAC est géré bien sûr par la sous-couche MAC de la liaison de données et ensuite exploité par la couche physique. Cette identification des machines va permettre logiquement de définir comment on va atteindre le destinataire. Au niveau du routage et de l'acheminement, donc au niveau de la couche réseau, on va utiliser des règles pour savoir si le destinataire est accessible directement, c'est-à-dire s'il appartient à la même infrastructure, atteignable directement sans aucun problème, ou s'il va falloir transiter de réseau en réseau pour pouvoir l'atteindre. Pour l'atteindre directement, la machine est responsable de l'acheminement. On le sait grâce à l'utilisation de l'adresse IP et du masque. Si j'obtiens mon adresse réseau, je peux l'atteindre directement. Et sinon, on va passer par le routeur par défaut où on utilisera la carte de routage. Cette carte va nous permettre d'avoir le meilleur chemin dans le graphe qui permettra d'atteindre le destinataire. Alors, je parlais d'un graphe. Sur les éléments d'infrastructure et dans la stratégie qu'on va utiliser, il va falloir déterminer si le réseau est plutôt organisé de manière arborescente ou de manière graphe, c'est-à-dire un plus général, avec des nœuds qui peuvent être connectés les uns aux autres. Dans l'organisation des réseaux opérateurs, on aura quand même un arbre qui va permettre d'avoir une certaine hiérarchie entre les différents types de réseaux de transport et ensuite on aura un graphe à l'intérieur d'un même niveau. Au niveau d'un réseau d'entreprise, on va souvent avoir une arborescence avec un réseau de sites qui va être décomposé en sous-réseaux et puis une interconnexion avec le réseau des sites. Donc, sur les réseaux d'entreprise, vous trouverez principalement des organisations plutôt arborescentes. Ceci va induire des contraintes, bien sûr, au niveau de l'organisation du plan d'adressage. Il va falloir utiliser ensuite le plan d'adressage pour pouvoir ensuite déterminer les règles de droit d'accès, c'est-à-dire savoir quel flux va pouvoir passer de quelle zone vers quelle zone. Ainsi, cela montre qu'il faut absolument avoir un plan d'adressage qui soit défini globalement de manière à simplifier l'ensemble de ces règles de droit d'accès et de filtrage. Maintenant que nous avons vu l'organisation matériel câblé du réseau, eh bien nous allons nous intéresser à l'organisation du plan d'adressage. Alors, on peut avoir différentes stratégies pour construire un plan d'adressage. On peut faire un calcul au plus juste, c'est-à-dire dans le cas où on a des contraintes de place, on doit avoir de nombreux réseaux et on a une capacité, un espace d'adresse disponible limité. Donc, pour savoir si une solution existe, la méthode qui est proposée est la suivante. Vous calculez les effectifs de machine à connecter zone par zone et vous pouvez ensuite y intégrer ce qu'on appelle les réserves pour usage futur, les fameuses RFU qui représentent en principe 30% du volume. Une fois que vous avez fait ce calcul, vous allez rechercher la taille de l'espace d'adressage à donner à chaque zone. C'est-à-dire qu'on va rechercher la puissance de 2 telle que 2 puissance n soit supérieure ou égale à l'effectif de la zone plus 3. J'attire votre attention sur le fait qu'il faut prendre plus 3 pour réserver une adresse pour le routeur et prendre en compte bien évidemment que l'adresse réseau et l'adresse de diffusion ne sont pas utilisables.
À partir de là, on peut calculer les masques. Je vous rappelle que le masque de réseau vous permet de connaître la taille d'une zone. Il est composé d'une suite ininterrompue de 1 en poids fort, suivie d'une suite ininterrompue de 0 en poids faible. Le nombre de zéros en poids faible vous est justement donné par le n qui représente cette puissance de 2. Ensuite, une fois évalué la taille, vous allez placer les zones les unes à côté des autres en allant de la plus grande à la plus petite. Cela vous permet d'avoir une solution si elle existe, d'éviter les trous et surtout de garantir que chaque zone démarrera à une adresse réseau multiple de la taille à allouer, ce qui est absolument indispensable. Par contre, on peut avoir d'autres stratégies pour construire un plan d'adressage. On peut avoir une stratégie qui vise à résumer des zones. C'est-à-dire que lorsqu'on n'a pas de contrainte de place, on va aussi pouvoir essayer de se simplifier la configuration. Donc on va avoir un plan d'adressage qui va être donné d'une manière un peu plus hiérarchique, en site, en sous-réseau, et puis en sous-sous-réseau. C'est-à-dire qu'en fait, ici, on va essayer de faire une organisation d'un plan d'adressage qui est similaire à l'organisation d'un plan d'un opérateur. Reprenons un exemple sur les numéros de téléphone. Un numéro de téléphone est composé d'une suite de chiffres. Vous avez tout d'abord l'identifiant du pays, par exemple pour la France, plus 33. Ensuite, l'opérateur a découpé son réseau en plusieurs zones, 5. C'est-à-dire que pour le réseau filaire, vous allez avoir la zone 1 pour l'Île-de-France, ensuite la zone 2, la zone 3, la zone 4 et la zone 5. Puis, après, on va trouver un ensemble de chiffres qui va vous permettre de préciser quelle va être la région. On va aller plus loin ensuite au niveau du département, au niveau de la ville ou de la métropole. Et puis ensuite, on va retrouver des informations concernant le standard. Et enfin, les derniers chiffres permettront de préciser qui est l'abonné. Alors, dans tous les cas, même si on décide de résumer les zones, il faut aussi évaluer les masques en prenant en compte la taille effective de ce qu'on va réserver. Et il va falloir s'assurer que les adresses réseau soient bien un multiple de la taille de la zone qu'on a retenue. Alors, maintenant que nous savons faire un plan d'adressage, reprenons des connaissances sur l'acheminement depuis un poste client. Vous avez différentes interfaces sur votre ordinateur, des interfaces matérielles, votre carte Ethernet, votre carte Wi-Fi, mais vous avez aussi des interfaces logicielles qui peuvent être liées à l'interface dite de loopback. Vous savez, c'est l'adresse qui est en 127. quelque chose. Mais vous avez aussi d'autres interfaces qui vont être utilisées, par exemple, lorsque vous allez utiliser des machines virtuelles. Vous pouvez avoir des interfaces aussi qui vont être des interfaces logicielles liées à un client VPN. Dans tous les cas, on va rechercher des règles pertinentes dans la table de routage de la machine. Si l'adresse IP d'un destinataire et le masque associé à la règle me donnent l'adresse du réseau de la règle, eh bien, je peux sélectionner cette règle. Donc, en utilisant ceci, je vais pouvoir obtenir l'interface à utiliser. Prenons dans cet exemple, vous voyez qu'ici, il y a plusieurs machines virtuelles sur un même poste de travail. Vous avez aussi une carte physique et une carte Wi-Fi. Et puis, vous avez une carte VPN. Vous voyez qu'ici, vous avez plusieurs adresses, vous avez plusieurs passerelles, vous avez plusieurs interfaces. Et donc, selon les cas, si je l'ai lancé ou pas, eh bien, on va pouvoir effectivement définir quelle interface sera utilisée. Et par défaut, bien sûr, la passerelle sera celle associée à la carte matérielle Ethernet. Alors, pour résumer, lorsque des machines appartiennent au même sous-réseau, on enverra directement la donnée, l'information, mais on va être obligé de rechercher l'adresse MAC, ce qu'on fera avec le protocole ARP. Lorsque des machines n'appartiennent pas au même réseau, on doit donc identifier la passerelle avec la table de routage, et donc il faudra résoudre l'adresse MAC du routeur. Ensuite, on fera le routage à partir du routeur. Si on connaît directement le destinataire, alors on sélectionnera directement l'interface de sortie. Si je ne connais pas le destinataire, eh bien on pourra identifier une stratégie du plus court chemin conforme à ce qu'on aura mis en œuvre au niveau de la table de routage. Alors, prenons ici un petit exemple d'acheminement. J'ai un réseau qui est assez simple. Vous voyez que j'ai une organisation avec 3 routeurs. Je vais partir de la machine 10.2.1.2
Et si je veux faire un pic sur la machine 10.2.1.5, je sais que je suis sur le même réseau, puisque lorsque j'applique mon adresse IP et le masque, et l'adresse IP du destinataire et le masque, je vais trouver comme adresse réseau 10.2.1.0 pour les deux. Je peux donc envoyer directement la donnée de la machine 10.2.1.2 à 10.2.1.5. Maintenant, supposons que je veuille atteindre la machine 10.2.5.6. Eh bien, la machine 10.2.1.2 s'aperçoit que ce n'est pas sur le même sous-réseau. Donc, on va envoyer au routeur qui a l'adresse ici, via cette passerelle. Je vais donc utiliser la passerelle qui est en 10.2.1.1. Le routeur va ensuite examiner l'adresse du destinataire 10.2.5.6 avec les différents réseaux dont il dispose. Et il s'aperçoit qu'il connaît directement le destinataire. Donc, il va identifier qu'il s'agit de l'interface ici. Et ensuite, il va rechercher l'adresse MAC du destinataire et le renvoyer. Maintenant, si je m'adresse à encore une autre machine, la machine 10.1.1.3, eh bien, le routeur 2 va examiner sa table de routage, le renverra à routeur 1 qui ensuite pourra atteindre la machine cible. Donc, le routage va être de plus en plus compliqué. Comme nous l'avons vu, nous utilisons souvent des adresses IP privées sur des réseaux d'entreprise ou sur des réseaux domestiques. Ces adresses IP privées ne sont pas routables sur Internet. Donc en fait, si ma machine 10.1.0.2/24 veut atteindre le serveur en 142.250.179.99, bien tout simplement sa demande qui va partir ici, voyez-vous, ne va pas pouvoir dépasser le routeur puisque ici on aura un blocage au niveau des adresses privées. Alors, comment cela va-t-il se passer? On peut imaginer ce qu'on appelle le NAT, le Network Address Translation. Ce Network Address Translation peut se faire soit de manière statique, c'est-à-dire qu'on a une adresse publique affectée à chaque adresse privée, soit de manière dynamique, ce qu'on va appeler des masquerades, qui vont permettre d'associer un pool d'adresses publiques éventuellement réduite à la seule adresse publique du routeur, aux requêtes qui vont transiter d'une machine du réseau privé vers le réseau Internet. Il faut noter que chaque interaction d'une machine du réseau privé vers une machine Internet va monopoliser une adresse de manière figée pendant toute la durée de l'interaction. Alors, je reprends mon exemple. 10.0.2 veut aller sur 142.250.179.99. La machine s'aperçoit qu'elle ne peut pas atteindre directement ce serveur puisqu'il n'est pas sur le même sous-réseau, donc elle va le faire transiter sa requête, son ping, par exemple sa demande d'écho, jusqu'au routeur. Et là, le routeur va regarder dans la table et il va essayer de trouver parmi toutes les adresses qu'il peut utiliser, c'est-à-dire de 19.65 à 19.70, quelle adresse est disponible pour pouvoir représenter cette machine sur Internet. Donc, on s'aperçoit que l'adresse en .65 est disponible. Le routeur va donc changer cette adresse 10.1.0.2 par 90.52.19.65 et l'envoyer au serveur. Lorsque le serveur va répondre, la réponse va bien sûr être envoyée sur l'adresse publique en 19.65. Cela va retransiter au niveau du routeur et le routeur va faire la substitution d'adresse en remettant la véritable adresse du destinataire, c'est-à-dire 10.1.0.2. Il faut vraiment noter que ça va être adresse par adresse et interaction par interaction. Il est possible donc dans le mode statique de toujours avoir la même adresse IP publique pour une machine. Dans ce cas-là, on va vraiment avoir quelque chose de fixe qui va être alloué. Ça permet aussi de donner une adresse privée, par exemple, de ne pas donner une adresse, enfin, donner une adresse privée à un serveur et de le rendre accessible depuis l'extérieur. Et puis, ça va fonctionner dans les deux sens. On va bien pouvoir travailler. Par contre, on va avoir des problèmes de qualité de service, puisque je n'ai qu'une requête à la fois par adresse disponible.
Si le NAT permet bien de pouvoir accéder à Internet depuis une adresse privée, il n'en demeure pas moins que je ne peux avoir qu'une seule requête à la fois. Alors pour optimiser, on va pouvoir utiliser ce qu'on appelle le PAT, le Port Address Translation. C'est-à-dire que pour pouvoir repérer la requête en cours, on va faire non seulement la translation d'adresse, mais on va ajouter le port de la source pour pouvoir en traiter plusieurs en parallèle. Ainsi, si vous avez plusieurs requêtes avec des ports sources différents, eh bien, vous allez pouvoir avoir, par exemple, la machine 10.1.0.2 qui a comme port source 1112, qui peut accéder au serveur, et puis vous avez la machine 10.1.0.3 qui aura un autre port, disons 1111, qui pourra également accéder à un autre serveur, le tout en parallèle. Donc on enrichit la table de translation, non seulement où on va intégrer l'adresse IP de la source, mais également on intégrera le port de la source. Donc vous voyez qu'ici, je vais donc avoir plus d'informations qui sont prises en compte, c'est-à-dire l'IP du destinataire, le port de la source et bien évidemment l'adresse de la source. Lorsque je vais faire cette opération de translation, le routeur va remettre toujours mon adresse en 90.52.19.65, conserver le port source pour atteindre le serveur. Ainsi, mon serveur va pouvoir répondre toujours à la même adresse, avec le même port destination cette fois-ci, et on va obtenir au niveau du routeur la translation pour avoir l'IP destination et le port destination qui sont bien sur le réseau privé. Ainsi, si j'utilise la seule adresse publique du routeur, je vais utiliser une configuration qui s'appelle la masquerade. Et je vais avoir une amélioration au niveau de mes performances. Quelle autre stratégie pouvons-nous avoir pour accéder à des serveurs web? Eh bien, pour améliorer les performances, on peut aussi utiliser le proxy, c'est-à-dire un serveur mandataire. Celui-ci va gérer les requêtes des machines, il va les représenter, donc on retrouvera non pas cette fois-ci l'adresse du routeur, mais l'adresse du serveur proxy. Mais il ne refait pas que représenter les machines, il va également mettre en cache un certain nombre de pages. Ainsi, on va améliorer les performances, c'est-à-dire qu'au lieu de retourner chercher la donnée sur Internet, on va la prendre dans le cache du proxy. Alors, on va trouver des logiciels qui peuvent être spécifiques, comme Squid, qu'on va trouver sur Linux, sur des routeurs, des firewalls comme pfSense, qui vont assurer cette fonctionnalité de proxy. Le proxy peut se configurer soit sur le poste client, soit on va configurer le proxy par défaut au niveau de la passerelle. Ainsi, votre poste client va accéder au routeur et il ira directement ensuite sur le proxy au niveau de la passerelle qui va prendre la décision non pas de faire un acte, mais de renvoyer la demande grâce à ce serveur mandataire. Revenons maintenant sur le cas plus spécifique des serveurs. En effet, pour un serveur, la translation d'adresse va être la translation d'adresse au niveau du destinataire. Donc, on va parler du DNAT, du Destination NAT. Et dans ce Destination NAT, bien sûr, on peut intégrer un port. On configurera cela grâce au port forwarding. Cela va donc permettre d'assurer en quelque sorte un filtrage en indiquant qu'on ne fera cette opération de translation d'adresse que pour accéder à un port bien particulier du serveur. Ainsi, toute opération venant de l'extérieur sur un autre port du serveur ne pourra pas être relayée vers ce serveur. Ça va permettre donc de faire une première étape de sécurisation. On peut également augmenter la complexité de la chose, c'est-à-dire de mettre en place ce qu'on appelle un reverse proxy. Alors le reverse proxy, ça nécessite un logiciel spécifique. Alors ça peut aussi se faire avec Squid, qui est un logiciel de proxy, mais on peut aussi le configurer avec un serveur Apache, monté en reverse proxy. Quand vous avez une demande qui vient de l'extérieur, on va la router souvent dans une zone un petit peu moins sécurisée ou une zone tampon qu'on va appeler la DMZ. Cette notion de DMZ, vous allez la revoir dans le module de sécurité OS2. Donc, ce client à l'extérieur va envoyer directement ses requêtes à l'adresse du proxy. Cela va donc permettre de cacher totalement le serveur. On ne voit que le proxy ce n'est pas le serveur. J'accède directement au proxy et le proxy, lui,
va pouvoir ensuite renvoyer la requête vers le serveur. Alors ça présente plusieurs intérêts. D'abord parce qu'on va pouvoir ensuite faire un filtrage pour ne laisser rentrer que des requêtes qui viennent du proxy sur cette DMZ. Donc le proxy, si on le protège un minimum, il va faire du filtrage, il va s'assurer qu'on va bien aux bons endroits, etc. Donc il ne peut laisser passer que vers certaines pages, par exemple. Donc ça peut être assez intéressant. On peut également utiliser le proxy pour qu'il puisse renvoyer la requête vers un des frontaux des serveurs, c'est-à-dire pour équilibrer la charge. En effet, vous avez prévu, par exemple, dans une architecture technique, le serveur de back-end, des serveurs de front-end qui vont assurer de la présentation, on peut en avoir plusieurs, et ces serveurs front vont pouvoir permettre d'équilibrer l'ensemble de la charge. Alors, le client peut être identifié avec le champ HTTP du X-Forwarded for, et donc on va ainsi pouvoir conserver toutes les informations du client si on en a besoin pour réaliser des opérations de contrôle d'accès. Vous voyez donc que l'usage d'adresses privées peut permettre de se cacher depuis Internet, mais ne bloque pas du tout les accès. Il devient donc très intéressant de les utiliser et de les coupler à ces mécanismes de translation d'adresse pour accéder à l'extérieur en mode non protégé. Ceci suppose donc que le routeur soit configuré. Le routeur permet l'interconnexion de différents sous-réseaux et ces sous-réseaux peuvent utiliser des technologies différentes. On peut donc avoir des nombres de ports variables pour des connexions Ethernet, téléphonie numérique, voire même des connexions série entre routeurs qui étaient parfois utilisés pour des communications locales. Lorsqu'on décide de choisir un routeur, on va bien sûr s'intéresser au nombre de ports et à leur type, mais on va aussi devoir prendre en compte la puissance de l'unité centrale et la taille de la mémoire, de manière à pouvoir garantir une qualité de service suffisante. Il faudra aussi faire attention aux fonctions annexes qui pourront être offertes par le boîtier, comme des fonctions de type firewall, l'intégration de protocoles IPsec, de fonctions avancées sur la gestion du protocole IP. La configuration du routeur peut être réalisée à partir d'un terminal en utilisant un langage de commande rudimentaire. On peut aussi sauvegarder une configuration dans un fichier et la restaurer. Mais très souvent, beaucoup de routeurs maintenant proposent des interfaces de configuration via le web. Bien évidemment, on ne trouve pas obligatoirement toutes les options, où on peut avoir quelques petits effets de bord, mais la plupart du temps, ces environnements vont nous permettre de configurer totalement un routeur. Donc pour cela, il suffira d'utiliser un navigateur sur une machine qui se trouvera sur le même réseau que le routeur à partir de son adresse de configuration. À l'installation, il faut donc configurer au moins un port, c'est-à-dire l'adresse et le masque, et bien sûr penser à gérer le mot de passe administrateur, car cela constituerait une porte laissée ouverte. Lorsqu'on fera ensuite les postes de configuration, on s'attachera à définir les adresses IP et les masques pour tous les ports, mais aussi prendre en compte les politiques de routage, la gestion des droits d'accès, l'authentification éventuellement de numéros d'appel lorsqu'on travaille avec un réseau téléphonique, et également prendre en compte des fonctions avancées comme la translation d'adresses ou la mise en place de fonctions de sécurité comme le VPN. Les routeurs utilisent tous des systèmes propriétaires, mais avec des fortes compatibilités à son nom. Donc le langage de commande est très souvent hiérarchisé et les options peuvent avoir des effets de bord parce qu'il y aura une logique pour faire les mises à jour. Par exemple, lorsque vous allez configurer un VPN, il va falloir définir avant les différents objets parce que sinon cela ne fonctionnera pas. Alors, pour définir les politiques de routage, il va falloir être capable de cartographier le réseau. Il faut donc que lorsqu'on va utiliser plusieurs routeurs, on ait des choix qui soient compatibles entre ces routeurs. Par contre, il faut prendre garde que lorsqu'on utilise un routeur qui dispose d'une carte de téléphonie numérique, on devra faire du routage fixe, car sinon on va avoir d'énormes problèmes de coût. En effet, le routeur va mettre à jour sa carte dès qu'il va voir qu'un lien tombe. Or, si on raccroche la ligne téléphonique, le lien tombera immanquablement. Donc le routeur rappellera ses petits camarades pour les informer que sa carte vient de changer.